me demande de faire une sorte d'état des lieux de la biodiversité dans Paris, c'est assez dur de faire un état des lieux. Euh, Volontairement, je ne vous citerai pas de chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont constamment en évolution. Il y a des espèces qui migrent, qui arrivent. Bon, ça bouge tout le temps. Euh, dans un premier temps, oui, on va recontextualiser les choses, on va replacer Paris et la biodiversité dans un ensemble. Je vous parlerai d'une déclinaison un peu plus locale de la biodiversité qu'on a appelée les chemins de la nature à l'Agence d'écologie urbaine, les impacts des changements climatiques sur cette biodiversité et comment on fait pour donner un petit coup de pouce à tout ça. Est-ce que vous savez ce qu'est la biodiversité déjà? La diversité biologique, oui. À quelle échelle? Globale, oui, c'est vrai. On l'a décrit à 3 échelles différentes. L'échelle écosystémique, c'est-à-dire un ensemble d'espèces qui interagissent entre elles, qui sont à un équilibre constant, qui évolue constamment, mais c'est un équilibre successif dans le temps. On l'a décrit à l'échelle des espèces également, et même à l'échelle génétique aussi. En 2013, suite à la loi Grenelle, suite au Grenelle de l'environnement, en fait, il y a eu une première représentation cartographique de tout ce qui est mouvement de biodiversité. La biodiversité, un chevreuil, ça bouge, une plante, ça se disperse par des graines, c'est jamais figé. Il y a une première représentation cartographique de ces mouvements de biodiversité qui a été représentée à l'échelle régionale, dans laquelle on identifie les réservoirs de biodiversité, là où des espèces arrivent à assurer leur enjeu de nidification, de reproduction, d'alimentation. Et tous ces réservoirs sont reliés par des corridors de biodiversité, plus ou moins continus, qu'ils soient forestiers, herbacés, arbustifs, aquatiques, etc. Ce document est un document régional. Il y a une petite déclinaison qui est ici sous vos yeux pour Paris et la Petite Couronne, dans laquelle on a identifié plus précisément certains réservoirs ou lieux d'intérêt, notamment les parcs urbains, dans lesquels il se passe quelque chose. Et on le verra plus tard que tout n'est pas représenté sur cette carte. C'est pourquoi la ville de Paris a décidé de refaire une autre représentation cartographique plus locale et réfléchie en contexte urbain dense. La biodiversité dans Paris, c'est une biodiversité qui est plutôt commune, banale, à l'image de ces petits étourneaux sansonnés, Sturnus vulgaris, largement répartis en Île-de-France, une espèce cavicole que l'on retrouve dans Paris, qui va apprécier des cavités dans le bâti, des cavités dans les arbres. Ce sont des habitats de substitution dont il se sert en milieu urbain pour assurer sa survie. Et puis on a une biodiversité un peu plus remarquable, toujours chez l'animal, le faucon pèlerin, Falco peregrinus, qui est un peu plus localisé en Île-de-France, et on le retrouve, on se rend compte qu'on le retrouve dans Paris. Pourquoi? Son habitat de substitution, c'est le bâti. Au niveau végétal, on peut parler de l'Ophrys abeille, Ophrys apifera, qui est malgré tout patrimonial, mais assez répandu en Île-de-France et même à l'échelle nationale. Et puis on a d'autres espèces comme la renoncule à petite fleur, c'est insignifiant, ça ne ressemble à rien. Ranunculus parviflorus, et en plus la petite particularité de cette espèce, c'est qu'elle est cryptique. En fait, elle produit des graines qu'elle va mettre dans le sol, et puis pendant 5 ans, 6 ans, voire moins, elle ne va pas germer. Elle ne va pas germer, du coup on ne sait pas où elle est. Elle va s'exprimer ailleurs, puis plusieurs années plus tard, va revenir sur une même station. Ce qui fait sa rareté, en fait. La pression d'observation est telle que l'espèce est peut-être très mal renseignée dans les bases de données, et donc ça donne ce genre de carte où on a très peu de localités. Mais dans Paris, elle est présente, dernièrement sur le réservoir d'eau de Montsouris, où il y a une population très conséquente de renoncules à petites fleurs, protégées régionales. Tout à l'heure, on a parlé du schéma régional de cohérence écologique, cette cartographie à l'échelle régionale, qui ne rend pas forcément compte de toute la réalité du milieu urbain. Du coup, à la division biodiversité, et en lien avec le plan biodiversité de la ville de Paris,
on a décidé de faire une déclinaison plus locale de ces trames écologiques. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais les trames vertes et bleues, ça vient de là. Trame verte terrestre, trame bleue aquatique et humide. On a décidé de faire ça à une échelle plus locale et réfléchi dans un contexte urbain dense. Ça donne ça, les chemins de la nature. En fait, on a identifié tous les parcs et jardins de plus de 1 hectare, où on estime qu'il se passe des choses en termes de biodiversité, qu'il y a des enjeux de nidification, de reproduction, d'alimentation, de chasse, pour beaucoup d'espèces. Et donc, on s'est amusé à les qualifier écologiquement. On a mis en place une méthodologie de qualification écologique qui prend en compte la diversité des trames de végétation, le nombre d'espèces au sein de ces espaces, la gestion aussi appliquée à plusieurs des milieux présents. Et donc, on a obtenu 3 niveaux hiérarchiques de réservoirs. On ne voit pas grand-chose. Donc, ce sont les réservoirs fonctionnels, les réservoirs secondaires et les réservoirs relais. Pourquoi avoir choisi 3 niveaux de qualification? C'est pour se donner un certain levier d'action pour des réservoirs qui sont relais, où la gestion est très, très drastique. On a des gazons tondus au cordeau. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à favoriser, par exemple, des prairies en libre évolution, des choses comme ça, pour avoir une diversité d'orthoptères, par exemple, des criquets, des sauterelles, qui parfois sont protégés au niveau régional, voire même national. On a identifié aussi les corridors de biodiversité, qu'ils soient favorables, secondaires ou potentiels à renforcer. Ce sont toutes les avenues plantées d'arbres, avec des houppiers plus ou moins continus, et puis une diversité de strates aussi, parfois, sur ces corridors de biodiversité. On a repris les éléments de trame bleue aussi, la Seine et les canaux, les zones humides en lien avec la Convention de Ramsar, une convention internationale sur les zones humides qui veut que toutes les collectivités soient impliquées dans ce maillage de zones humides pour participer à la protection et à la valorisation des espèces qui sont inféodées à ces milieux. Donc c'est un atlas cartographique, les chemins de la nature. Quelques exemples, on peut citer la petite ceinture ferroviaire, ici la rue de la Mare dans le 20e arrondissement. Elle n'est plus comme ça aujourd'hui, elle est aménagée, ouverte au public. Petite ceinture ferroviaire qui présente une mosaïque d'habitat, qu'il soit arboré, arbustif, lianescent, herbacé et même minéral avec le ballast ferroviaire. Sur ce ballast, on peut y retrouver des espèces qui sont typiques des milieux rocailleux en milieu naturel. Donc là, encore une fois, le ballast ferroviaire est un habitat de substitution, mais qui fonctionne en milieu urbain. Un autre exemple, le jardin des Grands Moulins à Bépierre, dans le 13e. Ici, une très belle prairie humide où on observe une diversité d'odonates, tout ce qui est libellules et demoiselles, qui justement arrivent à se maintenir dans le milieu. Ça débouche sur des bassins qui sont végétalisés, dans lesquels on a observé en 2018 72 couples de crapauds communs, par exemple. Donc on a de vrais enjeux écologiques. Et puis forcément le cimetière du Père-Lachaise, emblématique, dans le 20e, où vous pourrez observer par exemple 4 espèces de pics, le pic vert, le pic épêche, le pic épêchette, plus petit, le pic noir aussi. Des choses comme ça qui sont la plupart du temps protégées. Les chemins de la nature, ce sont aussi des habitats prioritaires à forte valeur écologique en milieu urbain. Ce sont un ensemble de 14 fiches qui ont été décrites par la division avec une description de l'habitat, des espèces végétales qui sont inféodées à ces habitats, des espèces animales qu'on peut y retrouver, certaines qui sont protégées toujours, les menaces qui pèsent sur ces habitats, le rôle dans la trame verte et bleue, et des conseils de gestion pour favoriser la pleine évolution de l'habitat. Donc on en a 14 classés par trame de végétation, qu'elles soient herbacées, arbustives, aquatiques, humides, les eaux courantes, eaux closes végétalisées, les berges et autres habitats humides plutôt rares dans Paris, les prairies et pelouses à caractère naturel, les végétations herbacées de sous-bois que l'on retrouve principalement dans les bois, mais qu'on peut retrouver plus rarement dans Paris, qui présentent des diversités floristiques intéressantes. Les friches herbacées, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'y développe, et pourtant, ce sont des lieux à enjeu. Les plantes grimpantes qui, suffisamment denses, accueillent une diversité d'oiseaux, comme le petit troglodyte mignon,
par exemple. On a les arbres indigènes, les arbres à cavité. Tout à l'heure, on citait les tourneaux sansonnets qui aiment ce genre d'habitat. Les arbres à fruits charnus, il va se nourrir des fruits, les murs et autres ouvrages minéraux à interstices et le ballast ferroviaire. Dans ces chemins de la nature, on a identifié 42 espèces et groupes d'espèces cibles réunis en 38 fiches de description de ces espèces. Une espèce cible, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce qui est vraiment bien représentative d'une sous-trame parce qu'elle est inféodée à un habitat ou à une sous-trame en particulier. Elle y exerce tout ou partie de son cycle de vie. Par exemple, ici, le moineau friqué qui va être inféodé à la sous-trame arborée. On a d'autres espèces comme une petite espèce de lépidoptère, un papillon qui s'appelle le vulcain. Le vulcain qui est inféodé à la sous-trame herbacée. Pourquoi ? Parce que sa chenille, elle se développe sur des plantes qui sont exclusivement de la famille des urticacées. Donc si vous avez des orties chez vous, vous êtes potentiellement en possession d'un papillon, qui est donc représentatif de la bonne fonctionnalité de la sous-trame. Un dernier exemple, on pourrait citer le tyrcis, encore une espèce de papillon de jour, qui lui est présent sur des graminées en sous-bois, mais uniquement en sous-bois. Il témoigne donc de la bonne fonctionnalité d'un milieu de sous-bois, et donc est inféodé à la sous-trame arborée. Donc c'est un tas d'espèces répertoriées sous forme de fiches, avec une description, l'alimentation, etc., qui permettent de rendre compte des mouvements de biodiversité dans Paris. Et l'impact du changement climatique dans tout ça. On parle bien de changement climatique avec des événements plus fréquents, plus marqués, des événements plus extrêmes, qui ont un réel impact sur la diversité biologique. Ici, il y a une étude phénologique sur l'évolution des dates de vendange du Châteauneuf-du-Pape. En fait, sur plusieurs années, on s'est amusé à noter la date de vendange et on s'est aperçu que ici on a fait une régression linéaire, on a agrégé en fait tout le nuage de points sous forme d'une courbe de tendance qui montre que au fil des ans les vendanges sont de plus en plus précoces. Et ça, en lien avec l'augmentation des températures, montre une corrélation positive. Les deux sont liés donc. On a d'autres études phénologiques sur, par exemple, je prends souvent l'exemple des données d'herbiers aussi, qui sont collectées au Muséum d'histoire naturelle. On avait travaillé, par exemple, sur l'encolie des Pyrénées, et on a montré que sur 2 siècles, eh bien, les stades de floraison étaient de plus en plus précoces. Pourquoi ? Comment on a mis en avant cette floraison précoce ? En gros, à un échantillon, vous associez un stade phénologique, qu'il soit en bouton, en fleurs, en fruits. Et à chaque échantillon, vous avez une date de récolte. À partir de ça, on arrive à déterminer que telle date de récolte correspond à un stade phénologique particulier. Et donc, vous obtenez ce genre de courbe qui montre que les floraisons sont de plus en plus précoces. Très bien. Et alors, il y a une diversité d'insectes qui sont liés à ces plantes. Si le cycle biologique d'une plante est perturbé, c'est aussi le cycle biologique de l'insecte qui est perturbé. Et des réactions en chaîne. Donc, un changement phénologique à une espèce provoque des changements brutaux pour d'autres espèces aussi. Et c'est comme ça que parfois des espèces sont en déclin. À la ville, on a des études en cours sur la résistance des arbres aux changements globaux. On teste des essences, notamment ici 2 essences indigènes, que sont le tilleul à petite feuille et l'érable champêtre. Des espèces qui ont l'air de bien se comporter, mais on va faire une étude sur plusieurs années, je n'ai pas encore les résultats. Je vais prendre un exemple aussi, qui est l'arbre. L'arbre, en fait, il a dans son tronc, et même dans le reste de ses éléments, que ce soit les feuilles et les racines, des vaisseaux conducteurs qui permettent, on l'a dit tout à l'heure, de pomper l'eau et les éléments minéraux, de le transformer sous forme de sève brute et de le répartir par capillarité dans l'ensemble de l'arbre. Là, on ne parle que de la sève brute. Tout à l'heure, on parlait de la sève élaborée, c'est-à-dire le produit de la photosynthèse converti en sucre dans les feuilles et réparti dans le reste de la plante. On a donc une bonne dimension de ces vaisseaux dans l'arbre. Mettez-y des températures plus fortes, un changement brutal en plus de ça de température, et l'arbre n'est pas en capacité de s'adapter aussi rapidement que ça.
L'évolution d'un arbre, il se fait sur des milliers d'années. Du coup, il y a un phénomène qui s'appelle la cavitation. La cavitation, c'est quoi? C'est en fait l'arbre qui se met à bouillir en sort de l'intérieur et qui fait qu'il y a des bulles qui se créent dans les vaisseaux. Ces bulles accumulent l'eau et donc changent le potentiel de capillarité qui fait que l'eau ne monte plus jusqu'en haut, ou alors très peu. Cumuler ça à un stress hydrique dans le sol et à d'autres éléments perturbateurs, et là, l'arbre, forcément, il n'est pas bien. Ce phénomène, on l'observe sur la diversité de chênes en France, Quercus petraea, le chêne Cécile, qui est largement répandu, sauf en région méditerranéenne, ou alors on a très peu de données, mais du coup on a des premiers effets de ce changement climatique sur le fait que cette espèce commence pas à disparaître, mais on a des individus qui sont de moins en moins viables. Un truc rigolo avec cette essence-là, c'est que en région méditerranéenne, lorsqu'il y en a, déjà le patrimoine génétique n'est pas le même que ceux en Île-de-France. Là, on prouve bien qu'il y a une évolution de l'espèce vers une adaptation aux changements globaux, changements environnementaux. Est-ce que ça signifie qu'il faut piocher dans le matériel génétique méditerranéen pour avoir des essences plus résistantes sous nos latitudes? Je ne sais pas. Il y a aussi le chêne pédonculé, Quercus robur, qui est largement répandu en France et pourtant qui subit les effets du changement climatique. Et puis un autre chêne, le chêne vert, Quercus ilex, qui lui est carrément adapté aux températures chaudes, très localisé en région méditerranéenne et sur l'arc atlantique. Cette carte devient obsolète. Petit à petit, il reste présent en Méditerranée, mais il se répand de plus en plus sous nos latitudes. Pourquoi? Il y a un effet de migration des espèces. Plus vous montez, plus les températures ont tendance à être à la hausse, et donc le chêne vert a tendance à se ressemer naturellement sous nos latitudes. Donc, est-ce qu'il faut piocher aussi dans ces essences pour avoir des rues végétales qui tiennent le coup? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait à la ville pour donner un coup de pouce à la biodiversité? Déjà, on met en place ces chemins de la nature. C'est déjà une bonne chose. Et puis, en plus de ça, on va être force de proposition et de conseil et d'orientation des choix d'aménagement. Donc, par exemple, pour un nouveau square créé, pour un réaménagement de square déjà existant, on va être force de proposition en termes de choix des espèces végétales que l'on va sélectionner en fonction de la régionalité de l'espèce. Une espèce régionale se développe plus facilement sous nos latitudes qu'une espèce exotique ou horticole, dont le matériel reproducteur, la fleur, est parfois difforme et donc non adapté à certains insectes. Donc l'effet de pollinisation n'est plus assuré. Donc on préconise ce genre d'espèces. On préconise l'aménagement d'habitats prioritaires, on les a vus tout à l'heure, pour favoriser tout un cortège d'espèces parfois protégées. On donne des conseils de gestion de ces espaces pour, par exemple, la fauche tardive, la taille des arbustes en dehors des périodes de nidification, pour maintenir certaines espèces en place et faire de l'urbain dense quelque chose d'un petit peu plus perméable à la biodiversité. C'est grâce à ces préconisations que ce petit oiseau, la gorge bleue à miroir, c'est un rouge-gorge mais en bleu, qui a été observé au Jardin des Grands Moulins, par exemple. C'est une espèce migratrice qui est relativement rare en Île-de-France. Et puis il y a les courroasis, forcément. Les courroasis qui font partie du maillage vert de Paris. En fait, tout à l'heure, on a cité des réservoirs de biodiversité, des grands espaces comme le Jardin du Luxembourg ou le Jardin des Plantes. Mais il y a plusieurs autres petits espaces qui participent à des corridors qui sont dits diffus. Diffus, pourquoi? Parce que ce n'est pas un élément linéaire où on est sûr qu'il y a un continuum qui se crée. C'est un pas, puis un autre pas, puis un autre, qui forme le pas japonais, et donc le corridor diffus d'un espace A vers un espace B et inversement. La cour d'école Oasis fait partie de ces éléments verts et donc doit participer au maillage écologique urbain. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la biodiversité dans Paris. Merci.